Non, non. Retour sur le plateau pour la deuxième partie du regard, de votre rendez-vous de tous les soirs, regard croisé. Je rappelle que depuis quelques instants, nous avons sur ce plateau Messin Fioclou à Danglenou. Il est le directeur de publication de l'Enquêteur. Sur le même plateau avec lui, Rodrigue à Hego. Il est correspondant en Togo, Radio Canal K Suisse. On est rejoint finalement par Credo Tété, comme on le dit souvent chez nous, où ils ont bonne arrivée. Merci Mathieu, je voudrais présenter toutes mes excuses pour ce grand retard. J'aime bien votre chapeau chez les... comment on les appelle? Les Nagos, on appelle... À Cotonou, on dit Gobi. Bien bonne arrivée. Merci, je salue tous ceux qui nous suivent à l'instant. Et une fois encore, toutes mes excuses. Il n'y a pas de souci, hein. Soyez les bienvenus. Et on va juste peut-être permettre à Rodrigue de placer un mot, peut-être à vous aussi de placer un mot sur le premier thème. Guinée-Bissau, une manifestation violemment réprimée. Et vous voudrez bien sûr parler du rôle de la CEDEAO à quelques jours de cette élection présidentielle qui aura lieu le 23 novembre prochain. Rodrigue. Oui, j'ai bien envie de dire que la plupart de nos États africains sont dans cette situation parce que ces soi-disant organisations régionales ou sous-régionales ont du mal à jouer proprement leur rôle. Ils sont souvent des sapeurs-pompiers. On a vu la CEDEAO qui a demandé à ce que le monsieur soit là, son pouvoir soit un peu... Non, quand vous dites soit là, un président qui refuse d'organiser les élections à la fin de son mandat. Quand même organiser la Maintenant, aujourd'hui, il attend quoi? La CEDEAO, elle attend quoi, cette CEDEAO-là? Lorsque ce président-là, que cette CEDEAO a bien voulu qu'il poursuive un mandat illégitime, refuse d'organiser des élections, dissout tout un gouvernement et amène la police à réprimer de façon mortelle les populations. Maintenant, cette CEDEAO attend quoi pour réagir? C'est là la question aussi. C'est là la question. Parce que pour moi, aujourd'hui, c'est une CEDEAO. Cette CEDEAO, si je m'en réfère au test, est voulue pour être une organisation pour les peuples africains. Mais aujourd'hui, lamentablement, avec assez de tristesse et de façon très ahurissante, on constate que c'est une organisation qui devient un syndicat des présidents mal élus, des présidents en conflit avec leur peuple et avec leurs tests. Et c'est assez déplorable. On ne peut pas continuer avec ça. La CEDEAO n'a pas besoin de la permission de quiconque parce que ce sont des chefs d'État qui ont signé des principes donnés. Et dans les principes fondamentaux de la CEDEAO, il est inscrit noir sur blanc la bonne gouvernance. Et lorsqu'on n'est pas en mode bonne gouvernance, je crois que cette CEDEAO a besoin de prendre ses responsabilités. On n'a plus besoin d'aller saisir cette CEDEAO par quelque mécanisme que ce soit. C'est une question de responsabilité, une question d'intégrité et une question également je dirais, de moralité. Merci. Et malheureusement, on n'en est pas là et je suis désolé. Vous voudrez bien justement placer un mot pour qu'on passe au prochain sujet? Non, mais moi, je crois que le dossier Bissau-Guinée est un dossier très important. C'est crucial et c'est un dossier à cerner avant de l'aborder parce que il nous en souvient que les élections législatives ont été organisées l'année dernière en Guinée-Bissau. Même pour l'organisation de ces législatives, il a fallu une implication vraiment réelle de la CEDEAO. Et aujourd'hui, la partition que la CEDEAO joue sous la houlette de son président de la commission est à saluer. Donc la CEDEAO joue aussi bien la fermeté, mais tout en privilégiant la diplomatie. Et aujourd'hui, on ne peut pas jeter des pierres à la CEDEAO. Et si nous considérons également, ou bien si nous revisitons tous les pas posés par la CEDEAO et qui vont aboutir à la fin du mois prochain à cette élection présidentielle, du moins pour le premier tour. Donc il faut tirer la chandelle à la CEDEAO, l'encourager et encourager également les acteurs parce que la Guinée-Bissau est un pays à des acteurs politiques assez compliqués. Et aujourd'hui, avec l'accompagnement même des Nations Unies et de l'Union africaine, ils sont en train de sortir de l'ornière et la CEDEAO a joué un rôle très prépondérant. Il y a eu assez de missions, disons, de bons offices de la CEDEAO à Bissau et cela a déblayé un temps soit peu le terrain pour qu'ils puissent aller véritablement à ces élections présidentielles. Doyen, peut-être justement un dernier mot. On peut envoyer actuellement dans ce pays, on sait que le voisin d'à côté de la Guinée-Bissau n'est pas vraiment en odeur de sainteté avec sa population actuellement.
Est-ce que Condé peut faire l'affaire ou on choisit peut-être j'ai dit tantôt que le Condé... Togolais Fort et Sozime Yasingo, le Béninois Patrice Talon ou je sais pas. Non, moi j'ai dit tantôt que Alpha Condé ne peut plus mettre le pied dans cette affaire-là. Plus, parce que lui-même, il est en situation difficile. Si nous nous référons au président de la commission de la CEDEAO, M. Brou, au président de la commission de l'UA et d'autres personnes ressources, ils peuvent aller dans cette capitale-là pour voir exactement le président de la République, puisque c'est lui le problème. C'est lui le problème. Il est en fin de mandat, la CEDEAO lui a donné quitus pour continuer, mais avec des pouvoirs limités. Avec ce pouvoir limité, selon moi, il n'a pas le pouvoir de démettre le gouvernement. Il n'a pas le pouvoir de le démettre. Merci. On passe au sujet suivant. Algérie, contestation. Grève illimitée des magistrats. Après le départ de Abdelaziz, les choses se sont enchaînées. Rodrigue Aego, aujourd'hui, c'est les magistrats qui sont partis en grève. Une grève illimitée. Finalement, c'est quoi la destination? Mais une grève que je voudrais bien voir aussi ailleurs. Comme Ces magistrats réclament quoi? Ils dénoncent l'ingérence du pouvoir exécutif dans le judiciaire. C'est tout. Ce n'est pas à chercher de midi à 14h. Depuis les cours primaires, on l'apprenait qu'il y a séparation des pouvoirs. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire. Et quelque part, on nous consacre à nous presque quatrième pouvoir, la liberté d'expression. Et donc, chaque pouvoir doit jouer son rôle. Mais lorsque l'exécutif inféode le judiciaire, c'est l'arbitraire, ce sont des procès taillés sur mesure à la volonté d'un président de la République ou de quelque homme fort que ce soit, d'un certain régime. Et on voit ça partout ailleurs. On a un pouvoir de vie ou de mort sur le peuple. Et le président peut se dire aujourd'hui condamner celui-là, on le condamne. On n'analyse plus le fond d'une affaire. On en connaît ailleurs, par exemple. Et donc, je pense que c'est un combat assez légitime que ces magistrats, que j'encourage à poursuivre cette lutte, sont en train de mener pour leur indépendance. Maintenant, à ce niveau, il faudra également lancer un appel aux magistrats véreux, à qui les présidents ou les régimes ne demandent rien, mais par pur, je dirais, je manque de mots pour l'exprimer, par pure fantaisie, se livrent à un jeu pour plaire à X ou à Y, ou par pure chasse d'intérêt personnel, se livrent à ce vilain jeu-là, tout simplement parce que quelqu'un leur a donné une enveloppe. La justice ne doit plus être à l'image du poids des enveloppes ou de la masse des enveloppes, s'il vous plaît. Mais il faut juste, parce que le judiciaire, c'est vrai, dans les États, lorsque le judiciaire fonctionne bien, tout marche bien. Mais lorsque le judiciaire est paralysé, hémiplégique, voire tétraplégique, ou quasiment inexistante, ça devient franchement, je dirais, une certaine pagaille qui s'installe. Et c'est de bonne guerre quand même que ces magistrats Credo, réclament quand même leur est-ce que le légitimité. temps est vraiment opportun pour cette grève illimitée des magistrats à l'heure actuelle? Non, mais moi, je voudrais m'interroger sur l'utilité même de cette grève, une grève illimitée. Qu'est-ce que les magistrats réclament? Donc, en partie, mon confrère Rodrigue Aego l'a dit, de meilleures conditions de travail et par ricochet de meilleures conditions de vie. Donc, ils disent une grève illimitée. Je suppose que c'est jusqu'à satisfaction de leurs revendications. Mais lorsque nous interrogeons l'opportunité de cette grève, est-ce que cette grève n'a pas des relents assez politiques ailleurs? Donc on peut s'interroger, on peut aller sur ce terrain. Donc c'est là où moi je dis, c'est vrai, l'indépendance de la justice, oui, il faut proclamer l'indépendance de la justice, mais une chose est de programmer cette indépendance, mais une autre chose est d'assumer cette indépendance dans l'exercice de ses fonctions. Lorsqu'un magistrat ne s'estime pas dans les meilleures conditions, donc il doit avoir ce courage-là de dénoncer. C'est ce que les magistrats algériens sont en train de faire. Mais en tant que
un corps, disons, un corps constitué, le corps de la magistrature. Je crois qu'ils sont garants même de l'équité de la justice, donc ils doivent être également dans de très bonnes conditions. C'est vrai, nous prêtons des intentions à tout le corps des magistrats, mais ce n'est pas tout le corps qui est pourri. C'est vrai, il y a des pratiques dans tout corps de métier que nous déplorons, mais il ne faudrait pas généraliser cela. Et le contexte algérien aujourd'hui ne peut pas être assimilé à un autre contexte dans un autre pays africain. C'est vrai, nous traitons les magistrats de tous les noms d'oiseaux, mais il faut également questionner leurs conditions de travail. Si les conditions de travail ne sont pas, s'ils sont livrés même, disons, à des velléités, donc le travail ne sera pas, disons, efficace, profitable, disons, aux justiciables. Donc c'est là où, moi, je voudrais plaider pour de meilleures conditions de vie et de travail des magistrats, pour ne pas dire de tous les acteurs de la chaîne de la justice. On a vu depuis le départ de Abdelaziz Bouteflika, il y a des manifestations jour le jour. Maintenant, c'est les magistrats qui entrent bien sûr dans la danse. C'est quoi la finalité de tout ce qui se passe dans ce pays quand on sait qu'il y a des échéances qui attendent? En Algérie, nous avons connu depuis l'accord d'Évian de 1962 qui a donné l'indépendance à l'Algérie, le Front de libération nationale, le FLN, qui a gouverné jusqu'à la chute de l'ancien ministre des Affaires étrangères, Bouteflika, qui était l'ancien ministre des Affaires étrangères de Ouari Boumedienne, le colonel président. Le système installé par Bouteflika n'a pas encore pris fin, malgré qu'il soit parti. Il y a le général tout-puissant qui fait arrêter les hommes de main, le frère, les hauts cadres du FLN et qui sont condamnés. Ce qui veut dire que aujourd'hui, l'Algérie est sous la botte du chef d'état-major général. Il donne des instructions aux magistrats qui font ce qu'ils veulent. Or, les magistrats sont là pour protéger les faibles. Ils sont formés pour ça. Si chaque fois, il faut avoir des instructions, il faut avoir des injonctions avant de statuer sur des faits qui se trouvent plus ou moins acceptables, mais qu'ils sont obligés de se prononcer en faveur du pouvoir de l'exécutif, là, aujourd'hui, ils ne sont pas d'accord. C'est pourquoi ils sont dans la rue pour dire leur ras-le-bol. Nous ne voulons plus avoir des injonctions de pression pour pouvoir travailler. Il est bien dit que le pouvoir judiciaire est indépendant. Donc nous voulons l'indépendance de la magistrature. Raison pour laquelle ils sont en grève. Mais quand ils disent grève illimitée, c'est là où il y a problème. Il y a des dossiers, en dehors des dossiers politiques, il y a des dossiers des affaires civiles, des affaires commerciales. S'ils sont en grève illimitée, comment est-ce que ceux-là, qui sont les justiciables, peuvent bénéficier des jugements? Voilà. Ce qui veut dire que le mot illimité, selon moi, cause problème. Doit être revu. Oui, non, mais vous permettez, c'est juste pour rebondir un peu sur un pan du développement de mon cher aîné. Lorsqu'il a parlé de l'indépendance de la justice, l'indépendance de la justice, je crois que ce sont les juges eux-mêmes qui doivent, disons, soulever cette indépendance et puis exercer cette indépendance. Mais lorsque tu es juge, tu as cette propension à t'exposer à toute forme de corruption, à recevoir des injonctions, à ne pas faire convenablement le travail. Donc on ne peut pas dire que c'est le pouvoir politique qui t'a ainsi formaté. C'est vrai, le pouvoir politique, dans certains systèmes politiques, a son regard dans le fonctionnement de la justice. Mais cela voudrait dire que c'est de la responsabilité d'abord de tout magistrat
de jouer convenablement sa partition. C'est trop facile de rejeter le sort sur le système politique en place. Mais lorsque ce système politique, si nous considérons le cas algérien, ce système politique a été, disons, sacralisé avec le concours de ces mêmes magistrats. Donc si aujourd'hui ils dénoncent cela, oui, mais ils n'ont qu'à reconnaître aussi leur part de responsabilité. C'est pourquoi moi tantôt je parlais de l'amélioration de leurs conditions de travail. Dans un premier temps, s'ils ont de meilleures conditions de travail, donc je crois qu'ils peuvent se refuser un certain nombre de choses, ajouter à de meilleures conditions de vie. Mais lorsque nos magistrats n'ont pas ces deux outils, disons, à leur portée, ils ont cette propension à s'offrir même aux choses politiques. Rodrigue Arego. Oui, alors moi je ne suis pas vraiment d'accord avec mon confrère Credo parce que on enferme cette dictature ou ce diktat dans un vocable appelé Conseil de la magistrature. Et dans ce Conseil de la magistrature, ce sont les politiques qui décident des affectations, des nominations fantaisistes. Vous comprenez? Et ils exercent une certaine pression sur ces magistrats. On a connu des procès dans les pays où, lors de l'audience, des avocats plaident et je dirais, démolissent de fond en comble les arguties avancées par la défense la défense. Mais écoutez, à l'issue, mais on voit par exemple des juges recevoir un simple coup de fil et ils changent. Il vient, il condamne contre le cours, par exemple, du procès. On ne peut pas parler là de meilleures conditions de travail. Vous comprenez? On a vu également ailleurs des promotions fantaisistes. C'est-à-dire, vous savez, dans le monde des avocats, les promotions sont régularisées. Mais il arrive quand même que du jour au lendemain, parce que X a satisfait les désidérata d'un tout président fondateur, d'un tout puissant président fondateur, et que du jour au lendemain, il peut devenir le patron de la Cour suprême. Il peut devenir ici, il peut devenir ça, ainsi de suite et tout. Et donc aujourd'hui, lorsque ces magistrats-là se battent pour l'indépendance de leur corps, je pense qu'ils méritent d'être soutenus. Est-ce que le temps est opportun? Qu'est-ce que vous mettez dans le temps? Quand on sait que le pays actuellement, ça vous pensez qu'il y aura un temps dans un calendrier pour permettre à X, si vous avez fait sur New World et que vous attendez Rodrigue qui mange bien dans son coin, de venir vous fixer un temps pour votre grève, vous pensez qu'il viendra le faire? Je dis non, il faut arrêter avec cette notion de temps. Ce n'est pas une question de timing, c'est que les gens ont besoin de réclamer l'indépendance de leur corps et ils n'ont pas besoin d'entendre quelque programme qui sera fixé par qui que ce soit. C'est un peu comme sous d'autres tropiques, on vous dit par exemple pour manifester, il ne faut pas par exemple aller dans quelle direction. Je vous dis non, s'il vous plaît, je suis sérieux dans mon développement. C'est qu'aujourd'hui, si vous attendez cette fixation de calendrier, c'est que les gens vont venir vous dire tout simplement de manifester lorsqu'ils seront en train de fêter l'anniversaire de leur enfant ou le mariage de leur fille. On parle de l'Algérie. Hein? On parle de l'Algérie, c'est ce que je dis. Vous pensez qu'aujourd'hui, il y aura un président qui va venir leur dire « Bon, je vais vous fixer un calendrier pour manifester, pour réclamer votre indépendance ?» Non. Le président va venir plutôt leur donner un calendrier qui cadre avec le moment où lui sera en train de célébrer l'anniversaire ou le mariage de sa fille ou de son fils. Je suis désolé. Non, mais il n'y a pas... Quand vous lisez bien le droit de grève, quand vous lisez bien le droit de grève n'a pas précisé un timing propice pour la grève, s'il vous plaît. Merci, Rodrigue. Voilà. Donc, je crois qu'on va lui permettre de souffler. Non, non, c'est pour dire, donc, ce que je voudrais faire comprendre à mon cher ami Rodrigue, c'est que le corps de la magistrature est un corps constitué. Et un corps constitué obéit à des règles. Le conseil de la magistrature existera toujours. Ça définira le travail ou bien l'éthique et la morale. Dans l'éthique et la morale, donc c'est la même chose, et la déontologie même de la profession, la promotion. Mais il ne faudrait pas qu'on prête toujours des intentions à ce Conseil supérieur de la magistrature, parce que ce Conseil supérieur de la magistrature décide de l'affectation des magistrats selon les juridictions. Et ça va se passer ainsi. Mais aller jusqu'à prêter des intentions, aller jusqu'à qualifier certaines affectations de fantaisie, c'est autre là. Nous ne sommes pas dans le corps de métier. Ce sont les magistrats eux-mêmes qui doivent apprécier les choses. Et dans le cas algérien, donc ils parlent
de meilleures conditions, mais il parle également de l'indépendance. C'est là où moi je dis, l'indépendance... Oui, des affectations et des nominations. On va se laisser. Je n'en disconviens pas. Donc, les problèmes connus par la magistrature du côté de l'Algérie sont des problèmes qui sont figés, des problèmes qui sont contextualisés. Donc, c'est à eux-mêmes de réfléchir à cela. Mais il ne faudrait pas généraliser. S'il y a un problème au sein de la magistrature, ils doivent poser le débat au sein de leur conseil et autres là. Mais c'est un faux fuyant de rejeter cela toujours sur le pouvoir politique pour dire que nous ne sommes pas indépendants. L'indépendance n'est pas un décret à prendre pour la magistrature. L'indépendance est un souhait. L'indépendance, c'est ce vers quoi on doit tendre. Mais l'indépendance, là, est définie prioritairement et premièrement même par ces magistrats qui constituent ce corps constitué. Si eux-mêmes, ils ont des propensions à s'offrir à la corruption, mais c'est trop facile d'accuser après l'État. Merci. On n'accuse pas l'État. D'emblée, nous... C'est quoi la prochaine destination? On a vu la population, des gens dans la rue, les magistrats, peut-être les corps habillés prochainement? Le corps habillé, ce n'est pas possible. C'est pas possible. En Algérie, le pays est dirigé par l'armée depuis 1962. À ce jour, quel que soit ce qui va arriver, l'armée est toujours fidèle à son chef d'état-major. Les anciens responsables du service de renseignement, les anciens chefs d'état-major qui ont voulu prêter main forte aux manifestants ont connu leur sort. Ce qui veut dire que l'actuel chef d'état-major a tout le pouvoir et il fait ce qu'il lui plaît. Il dit qu'il y aura élection en décembre. Et des anciens premiers ministres et d'autres personnalités ont déposé leur candidature. Ce qui veut dire que ça évolue. S'il n'y avait pas de dépôt de candidature, là, je peux dire qu'il y a doute. Aujourd'hui, il y a des dépôts de candidature, ce qui veut dire que les élections auront bel et bien lieu. Qu'est-ce qui fait sa force dans tout ce qui est en train de se passer? On a vu la population toujours dans la rue, hein, ça fait des mois et des mois, ils manifestent toujours. Je t'ai dit que l'Algérie a fait la guerre avec la France, a déclenché une guerre avec la France le 1er novembre 1954, la guerre de l'Eurest, et a obligé les Français à leur donner des dépendances après l'accord d'Évian. Ils ont signé en France. L'Algérie a été effectivement indépendante le 10 juillet 1962. Mais la France et l'Algérie, à la date d'aujourd'hui, ne s'entendent pas. Parce que l'Algérie est une puissance militaire et ses équipements sont des équipements russes. L'une des premières armées au nord et en Afrique. Ok. L'Algérie, son armée est fidèle à son chef. Et son chef est fidèle à ses lieutenants. Et je peux dire que ce serait difficile pour eux pour croire qu'avec la rue, ils vont tout faire pour que le pouvoir puisse leur échapper. Rodrigue, j'aimerais vous écouter sur la même question prochainement. Peut-être c'est, je sais pas, l'armée, pas possible. Qui sont ceux-là qui peuvent emboîter peut-être le pas à ces magistrats-là, quand on sait que c'est les magistrats après une partie de la population, parce que ça s'étouffe peu à peu. On tend vers les élections bientôt en décembre. Alors, écoutez, lorsqu'on chasse le naturel, il revient toujours au calme. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est-à-dire quand on s'amuse à contourner les problèmes. Est-ce qu'on contourne vraiment dans ce pays-là? Écoutez, aujourd'hui, des fois, arrivé à certains moments, vous l'avez dit, quand on parlait bien sûr de la Guinée, il faut que l'armée prenne sa responsabilité. Le peuple dit, j'ai dit, mais il ne faut pas aussi que ce soit l'armée est en train de prendre sa responsabilité pour pouvoir mettre de l'ordre dans le maison qui est en train de se dessiner dans le pays. J'ai parlé de souveraineté d'un peuple. Une souveraineté protégée par une armée, par la force d'un homme. L'armée ne protège pas la force d'un homme, mais la souveraineté d'un peuple. Ici, le peuple dit, nous ne voulons pas des élections qui vont consacrer les affidés du président qu'on a renvoyé, qu'on a chassé. Alors qu'aujourd'hui, quand vous prenez le processus, ce sont ces anciens lieutenants-là de Bouteflika qui sont candidats. C'est là le problème. Non, je ne sais pas si vous comprenez. Parce que là, c'est-à-dire, une fois mordu par le ver de terre, par le serpent, les gens craignent le ver de terre. Donc, je pense que, pour une fois, si prise de responsabilité il y a, par exemple, au niveau de l'armée, c'est peut-être de discuter, essayer de jouer à un jeu franc
qui va rassurer le peuple que les élections seront crédibles, démocratiques, transparentes, et que si c'est le peuple qui réellement en Afrique élit son chef, mais quand on voit le nombre des manifestants, celui qui pourra être candidat et qui aura l'adhésion de ces manifestants sera président. Maintenant, c'est parce que les gens voient que ce scrutin ne sera pas libre. C'est un scrutin où les dés sont pipés. C'est pour ça que ça continue. Tout le problème est à ce niveau. Sinon, si c'est réellement le peuple qui élit son chef et qu'on trouve un candidat idéal pour ce peuple, ou ce peuple dégage un candidat, mais lorsque ou dès lors que le jeu est franc, mais les gens ne vont plus s'offusquer. Merci, ils vont Rodrigue. plutôt On va choisir écouter leur Credo président. Tété en 1 minute pour marquer la pause pour l'info. Credo. Non, mais je crois que c'est la même question. Oui. C'est la même question. Donc, on s'interroge. Donc, les acteurs de la société civile aussi doivent se pencher sur le bon déroulement du système politique, de la vie politique dans le pays. Mais on ne peut pas dire qu'après les magistrats, qu'il y aura tel corps de métier parce que en politique, rien n'est figé. Rien n'est figé. En politique, sur ces mots, on va devoir marquer la pause et on se retrouve juste après le journal pour la suite de Regards croisés de ce soir.